Je donne de suite la parole à Claude Hurier pour situer encore les enjeux de nos GAFAM et BTX. Merci beaucoup de ta présentation. Tu as souligné mes engagements pour l'éthique et ça n'est pas du tout à ce titre que je peux être là ce soir parce que les problèmes qu'on va évoquer ce soir ne sont pas du domaine de l'éthique. Je reviendrai dans un instant dans un chapitre que j'intitule « Lexique » sur le sens des mots pour qu'on soit bien d'accord entre nous pour donner aux mots le même contenu, ce qui dans des domaines comme cela n'est pas toujours le cas. Alors, ce qui est tout à fait intéressant pour cette soirée, c'est que c'est une actualité brûlante, puisqu'il y a quelques jours seulement qu'un scandale mondial est intervenu avec l'affaire Cambridge Analytica, et il s'agit pour beaucoup d'entre nous d'un véritable tournant qui, pour moi d'ailleurs, est la révélation d'une situation qu'on préférait ne pas voir et que désormais on est condamné, contraint de prendre en compte, ce qui pourra peut-être aussi donner matière à des échanges ce soir et pour savoir comment ce débat essentiel va pouvoir se développer. Alors, les données personnelles, en quoi consiste ce scandale? Les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, sur plus de 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, ont été abusivement exploitées dans le monde. Voilà. Il s'agit bien des données personnelles, c'est-à-dire du sujet même de cette soirée. Alors, je vous avais annoncé la nécessité d'un lexique, et je vais peut-être rafraîchir vos souvenirs ou peut-être les compléter. D'abord, en ce qui concerne les géants du web, il y a les GAFAM. Les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et puis, il y a les BATX, qui sont Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Bon, bien sûr, vous voyez qu'il y a une culture qui est une culture américaine et les Chinois qui essayent de rattraper le train en marche, et je pense qu'ils sont en train d'y parvenir. Alors, je vous disais tout de suite que mes références éthiques ne sont pas valables pour ce soir. Pourquoi? Parce que la réflexion éthique, c'est un questionnement dans la diversité, s'appuyant sur des valeurs qui ne sont pas toujours des valeurs universelles, pas toujours des valeurs partagées, et qui aboutissent non pas à des décisions, mais à des avis et à des recommandations. Ces avis et ces recommandations peuvent être suivis ou pas, et seule la loi, à savoir les lois dites de bioéthique, va pouvoir donner à ces réflexions des comités éthiques, quel que soit leur niveau et leur composition, une valeur de référence et un principe de règle. Or, actuellement, dans le domaine qui est le nôtre ce soir, il y a des règles, sans doute, mais qui sont toutes inadaptées à l'évolution même de la situation, l'explosion finalement des données et également avec le dispositif de mondialisation. Donc retenez que les règles juridiques, dont on va j'espère bien parler ce soir, peuvent être inspirées par une réflexion éthique, mais que l'éthique éclaire, donne un sens, éclaire les décisions, mais n'a pas l'ambition de pouvoir donner une réalité et une authenticité et une rigueur universelle. On y reviendra peut-être parce que c'est pour moi un élément très important. Et puis ensuite, le troisième élément et avant-dernier élément du lexique, l'intelligence artificielle. Alors pourquoi je l'évoque? Parce que le rapport de Cédric Villani a été présenté tout récemment et commandé par le gouvernement, et qu'il y a un chapitre qui n'a d'ailleurs pas beaucoup développé et qui l'intitule « Éthique et diversité ». Alors, je le connais assez bien, mais je n'ai pas encore pu le convaincre, si j'en crois bien, que l'éthique n'a vraiment rien à voir là-dedans, que la diversité, entre autres, existe. Mais enfin, c'est quand même pas mal de sa part de voir qu'il n'y a pas seulement l'aspect technique et de progrès qui doit finalement éclairer des discussions sur l'intelligence artificielle. Et il souligne, à juste titre, la responsabilité des chercheurs, des ingénieurs et des entrepreneurs. Je termine le lexique par une définition qui n'est pas juridique d'ailleurs, des données sensibles. J'aurais voulu pouvoir les projeter au tableau pour ne pas vous obliger à prendre des notes, mais vous pourrez les retrouver dans d'autres documents de référence. Les données sensibles ou données personnelles sont celles qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartenance syndicale des personnes, ou sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celle-ci. Voilà ce qu'on appelle les données sensibles ou les données personnelles qui font l'objet de notre rencontre de ce soir. 80%
des données personnelles mondiales ainsi définies seraient détenues par les GAFA, ce qui montre aussi la position sur laquelle notre réflexion va pouvoir porter. Il y a une sorte d'exclusivité et de majorité écrasante par rapport aux interrogations et aux réponses qu'on tentera d'aborder ce soir. Alors, le point essentiel, le thème principal qui peut-être vous a attiré ce soir, c'est d'avoir une réponse à la question suivante: que valent nos données personnelles? Point d'interrogation. Eh bien, au risque d'abréger la séance, je pourrais vous dire que ces données personnelles ne valent rien. Et je vais vous dire pourquoi, au risque de vous décevoir et peut-être de vous inquiéter. Elles sont sans prix. Elles sont sans prix, mais elles font la richesse des GAFAM, dont je donnerai quelques repères en centaines de milliards. Donc on est dans un système qui est un système tout à fait décalé et où déjà, au fond, la partie est largement jouée. Donc elles sont sans prix, c'est-à-dire que involontairement et inconsciemment, l'individu a abandonné ses données personnelles, sans se préoccuper d'ailleurs de leur utilisation, et sans qu'à aucun moment on l'ait informé de la possibilité de consentir ou de refuser. Ça, c'est quand même dramatique. Et ça donne peut-être d'ailleurs d'ores et déjà quand même une coloration d'inquiétude par rapport à mes réponses aussi lapidaires, sur lesquelles, bien sûr, il sera nécessaire de voir si on peut en atténuer la portée, ou si au contraire c'est une sorte de condamnation à une aliénisation de l'individu qui est dépossédé d'un des principes universels, éthiques universels fondamentaux, qui est le consentement éclairé. Or, à partir du moment où je vous ai dit ce que vous ai dit, le consentement ne peut pas s'appliquer, il est complètement contourné, et le réveil est tardif, et même s'il était plus précoce, je crois qu'il n'eût pas été possible d'aller contre. Alors, la disparition d'un des principes universels de l'éthique, c'est une atteinte à la dignité et à la liberté de la personne, qui risque de bouleverser l'équilibre du monde et la place de l'homme dans son évolution. Alors, pour ne pas quand même me laisser aller à une sorte de renoncement, et en me disant c'est une fatalité, on ne dit plus rien, je peux faire à votre intention, en espérant que vous pourrez compléter cet inventaire d'ailleurs très, très limité. Que faire? S'agit-il d'une bataille perdue d'avance? Alors, les dispositions que l'on peut prendre, et on en parlera, on les évoquera ce soir, entre autres avec les directives, les dispositions européennes, qui seront, je pense, l'objet d'une des interventions, c'est-à-dire il y a des tentatives qui sont faites, mais pour lesquelles, je crois qu'on doit s'intéresser pour savoir comment elles vont pouvoir s'appliquer. Alors, les sanctions financières, on pense d'abord à ces sanctions financières, elles sont inefficaces. Pourquoi? Parce qu'on est hors échelle. Et que dans les quelques chiffres que j'ai relevés, et dont je ne voudrais pas vous abreuver, en 2016, le chiffre d'affaires de Google, c'était 80 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires d'Apple était 215 milliards de dollars. Vous voyez bien que par rapport aux sanctions financières que l'on demande au niveau européen, je les ai notées aussi quelque part, je vous les donnerai, parce que c'est inquiétant. Voilà, c'est l'amende qui a été demandée par Bruno Le Maire tout récemment comme pénalisation vis-à-vis de Apple et Google, c'est en mars, donc j'ai actualisé mes données, c'est 2 millions d'euros. Bon, je ne vais pas vous rappeler les milliards d'euros, chiffre d'affaires, etc. Alors, à part les sanctions financières, dont je pense que nos interlocuteurs se moqueront éperdument, sauf si, à travers la bourse et la chute qu'on a constatée ces tout derniers jours, il pourrait y avoir une menace concernant la solidité financière de ces organismes. Mais ça ne suffirait pas, je crois, à changer ce schéma diabolique que je suis en train de vous décrire. Alors, dispositions législatives et réglementaires, il y a la Commission nationale, la CNIL, le RGPP, qui seront détaillés tout à l'heure, mais qui ne sont pas à la hauteur de la situation dans un contexte de mondialisation. Et de toute façon, si elles avaient une quelconque efficacité, que ce soit les sanctions financières ou les dispositions législatives et réglementaires contraignantes par des avis éthiques, mais des règles juridiques, l'énorme masse des données qui sont actuellement stockées par les GAFAM dans les entrepôts de données massives et, autre élément, l'explosion des objets connectés.
finalement, alimenteront le marché pour quelques années, parce que ces objets connectés, qui actuellement, on estime à 15 milliards le nombre d'objets connectés à travers le monde, mais d'ici 2020, il y aura de 80 à 100 milliards de dispositifs connectés. Pourquoi je donne ces chiffres encore? Parce que ces données connectées, où vont les données? Qu'elles concernent la santé ou d'autres dispositions. Donc c'est une masse extraordinairement importante dont les destinataires finaux sont, je crois, à peu près les mêmes, c'est-à-dire ces énormes entreprises mondiales. Alors, je pense que je vous ai fait là un bilan d'une situation dont je ne peux pas, à l'heure qu'il est, vous donner des perspectives plus réjouissantes. Je crois qu'on a franchi, sans le savoir, une révolution parmi quelques autres qui, par rapport à l'éthique, puisqu'il faut tout de même bien que j'en parle, puisque tu m'as un peu incité, par rapport à l'éthique, eh bien, le fondement de l'éthique, qui est le consentement, n'existe plus. Et qu'à partir de ce moment-là, l'individu, la personne elle-même, se trouve totalement démunie face à une mécanique qui, actuellement, suscite les passions à travers les illusions de l'intelligence artificielle, mais dont actuellement, tout récemment encore, on vient de découvrir les limites. Merci infiniment. Je peux l'applaudir. On ne va pas faire un cours d'éthique ici. D'abord, si on ne savait pas que Claude Durier était un éminent professeur de médecine, on aurait pu croire qu'il a fait ses études à Sciences Po, parce que c'était une superbe introduction, très bien construite. Mille merci. Et je retiens effectivement la question du consentement, qui était importante. Je rappelle que dans le Code de Nuremberg, en 1947, l'article 1 porte sur le consentement. Il y avait d'autres thèmes d'éthique qu'on aurait pu aussi approfondir et qu'on évoquera peut-être dans notre soirée. L'intégrité de la personne, par exemple. Toute la question de la non-stigmatisation ou de la non-discrimination. Bref, si on convoque le registre de l'éthique, on voit effectivement à quel point il est sollicité par le débat GAFAM.